Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiapolis, le quatrième et dernier concernant l'Italie médiévale, en quelque sorte le clou du spectacle, celui d'une péninsule dont la destinée atteint entre 1450 et 1500 son apogée, marquée par une prospérité politique et communale, et par un rayonnement artistique indépassable, qui nous fait encore de nos jours admirer cette époque comme l'une des plus fastes et resplendissantes de l'histoire européenne. C'est donc sur ces deux volets que va se concentrer l'épisode d'aujourd'hui. D'abord le volet politique et social, l'Italie de la séquence 1454-1494 étant globalement prospère et pacifique, la paix de Lodi mettant fin au conflit permanent entre États italiens ayant été signé en 1454, et les puissances extérieures que sont la France et l'Espagne n'ayant pas encore fait de l'Italie leur champ de bataille comme elles le feront durant la première moitié du XVIe siècle, avec ce que l'on appelle les guerres d'Italie, que nous verrons dans le détail dans une autre série. Le volet artistique et culturel sera abordé dans la deuxième partie de l'épisode, en remontant au XIIIe et XIVe siècle, pour voir son évolution sur la longue durée jusqu'au seuil de la première modernité. Mais revenons donc d'abord aux conditions de l'élaboration de la paix de Lodi en 1454. Tandis que les États italiens se préparaient à reprendre la guerre entre le camp milano-florentin associé aux Angevins, cherchant à récupérer leur trône à Bologne et à Mantoue, et le camp vénitien associé aux Aragonais, au duché de Savoie, au Montferrat et à Sienne, la chute de Constantinople en 1453 crée un véritable électrochoc. Déjà en guerre sur la terra ferma, c'est-à-dire ses possessions à l'intérieur des terres, Venise ne peut se permettre un conflit naval majeur face aux Ottomans. Les autres États italiens craignent que, profitant des rivalités italiennes, les Turcs ne lancent une offensive de grande ampleur sur la péninsule. En avril 1454 est donc signée la paix de Lodi, après des mois de difficiles tractations qui aboutissent à la reconnaissance de la souveraineté des Sforza sur Milan par Venise, et à la reconnaissance définitive de la possession de Bergame et Brescia par les Vénitiens, dans le cas des Milanais. Si le pape est furieux d'avoir été écarté d'une paix dont il avait été le premier initiateur, et si les Florentins ruminaient l'interdiction qui leur était faite de soutenir officiellement les Angevins, la paix de Lodi consacrait néanmoins une grande victoire de la politique de l'équilibre en Italie, ainsi que la réduction du nombre d'entités territoriales et, de fait, leur agrandissement. Les 5 principales puissances italiennes devenaient donc le duché de Milan, les républiques oligarchiques de Venise et Florence, les États pontificaux et le royaume des 2 Siciles. On peut ajouter des puissances secondaires mais non négligeables comme le duché de Savoie ou Gênes. Cette paix est complétée par la création la même année de la Ligue italique, incluant la plupart de ces entités à vocation uniquement défensive. Les historiens se sont souvent interrogés sur les conséquences que la paix de Lodi a eues sur l'évolution de l'Italie, et notamment sa non-unification politique. En effet, si elle a permis à la péninsule de ne pas sombrer dans le chaos et de ne pas courir le risque d'une invasion ottomane, l'Empire ottoman, en plus d'avoir pris Constantinople, montait en effet dangereusement en puissance dans les Balkans, elle a empêché de fait la constitution d'un pouvoir hégémonique en Italie, à une période où ça aurait sûrement été possible, et donc la réalisation d'une unité monarchique nationale à l'image de ce qui s'était réalisé en France, en Angleterre ou en Castille. Mais penchons-nous dans le détail sur les cas particuliers des grandes villes italiennes et leurs évolutions au cours du XVe siècle. À Florence, l'incurie de la gestion de la ville par les Albizzi fait appeler au pouvoir leurs principaux opposants, les Médicis, à la fin de l'année 1434, et en particulier Côme de Médicis. Les Médicis ne sont pas des aristocrates d'armes, mais des banquiers possédant des filiales dans toute l'Europe de l'Ouest, appréciés du popolo minuto, les classes modestes florentines, qu'ils avaient soutenues lors de la révolte des Ciompi. Ils sont haïs par une bonne partie des élites de la ville. Mais Côme de Médicis est un redoutable politique, et arrivé aux portes du pouvoir, il a l'intelligence de ne pas se comporter en autocrate, tout du moins en façade. Pendant les 30 ans de son règne, il n'exercera dans les faits que 6 mois la charge de gonfalonier, organisant le reste du temps son emprise sur la ville depuis son palais familial, plaçant au poste stratégique les hommes de son cercle restreint. Ce rôle d'arbitre qu'il incarne parfaitement à Florence s'étend à l'Italie tout entière lorsqu'il apparaît comme le grand médiateur de la paix de Lodi en 1454.
La succession de Côme de Médicis est incarnée à sa mort par son fils Pierre, mais son passage au pouvoir ne dure que 5 ans. À la mort de Pierre en 1469, c'est son fils Laurent, dit plus tard le Magnifique, qui hérite de la plus grande fortune de la cité, autant que de ses rênes politiques. Pierre Milza, dont le livre Histoire de l'Italie, je le rappelle, constitue la source principale de cette série, le juge aussi piètre politique que mauvais homme d'affaires. C'est d'ailleurs lui qui est en partie responsable de l'effondrement de la fortune des Médicis. Mais si Laurent le Magnifique est passé à la postérité, c'est en fait bien davantage pour l'esprit qu'il incarne, celui d'un grand orateur, intellectuel, promoteur de l'humanisme de la Renaissance. Sur le plan politique, Laurent de Médicis gouverne en seigneur autoritaire et impitoyable, écartant tous ses concurrents. En 1478, exaspéré de cette attitude qui tranchait avec celle de ses prédécesseurs, certaines familles se mettent en tête de l'éliminer, lui et son frère Julien. C'est ce qu'on appelle la conjuration des Pazzi, du nom de cette famille qui, anciennement liée à Côme de Médicis et devenue sous sa protection l'une des plus puissantes de la ville, avait été combattue par Laurent qui voulait en amoindrir l'influence. Les Pazzi avaient le soutien du pape, leur principal partenaire commercial, et du roi de Naples que l'impérialisme florentin dérangeait. C'est dans la cathédrale Santa Maria del Fiore que le 26 avril 1478, à la sortie de la messe de Pâques, Francesco Pazzi se jette sur Julien de Médicis et le larde de coups de couteau. De son côté, Laurent réussit à échapper à ses agresseurs et sort presque indemne de l'attaque. La réponse est à la mesure de l'attentat. Les conjurés sont lynchés, la famille Pazzi purgée, massivement exécutée et expulsée de Florence pour les moins compromis. Mais les ennuis ne sont pas terminés. Naples et Rome en profitent pour attaquer Florence, qui peut compter sur le soutien militaire de Milan et diplomatique de la France. Si les Florentins enchaînent plusieurs désillusions sur le terrain, Laurent va parvenir à rééquilibrer la situation par son sens de la diplomatie. Surtout, la conséquence de l'échec de la conjuration est la radicalisation du régime médicéen et l'instauration d'un quasi-culte de la personnalité autour de Laurent, bénéficiant désormais d'une image de protégé de Dieu. À sa mort, si Laurent le Magnifique laisse Florence dans un état financier précaire et ennemi de beaucoup de villes en Italie, la cité est cependant au fait de sa puissance et de son influence. La seconde moitié du XVe siècle est marquée par la domination des Sforza dans le duché de Milan, ayant remplacé les Visconti. C'est, comme ailleurs, une période de grande prospérité et de grands travaux, mais la faiblesse de Milan et sa difficulté à s'étendre s'expliquent en fin de compte moins par la présence d'adversaires redoutables à ses portes, notamment Venise, la Savoie, la France et le monde germanique, que par la turbulence de sa caste aristocratique, que les Sforza parviennent moins bien à contrôler que ne le faisaient les Visconti. Du côté vénitien, les assises terrestres sont à peu près assurées, et la menace milanaise est tenue à l'écart, le Stato da Terraferma s'étendant jusqu'aux rives de la rivière Adda, c'est-à-dire presque jusqu'aux portes de Milan. Le principal problème pour la Sérénissime se situe sur les mers, où les relations avec les Ottomans sont faites de commerce, mais surtout d'affrontements. Les Turcs grappillant progressivement la plupart des comptoirs vénitiens, en Méditerranée orientale, notamment Nègrepont, Corinthe, Lemnos, et allant jusqu'à mettre à sac Otrante dans les Pouilles en 1480, donc en fait à menacer directement l'Adriatique, couloir clé pour les Vénitiens. En 1489, en obtenant Chypre, Venise fait plus que se consoler, cette île étant un pivot stratégique dans ce secteur. Entre Venise et Milan, seuls 2 petits États parviennent difficilement à se maintenir. Le marquisat de Mantoue, qui sera élevé au rang de duché en 1530, dominé par les Gonzague, et le duché de Modène, incluant Reggio, et qui parviendra à se faire concéder Ferrare dans les années 1470 où règnent les Este. Mantoue parvient à exister grâce à une diplomatie habile jonglant entre Milan, Venise et le Saint-Siège, mais aussi grâce à la qualité de ses combattants qui fournissent d'excellents mercenaires aux différentes parties. Plus encore que Venise, Gênes est complètement expulsée à la fin du XVe siècle de Méditerranée orientale. Elle perd notamment Phocée, Lesbos, Caffa, Samos et Trébizonde. Ces pertes, associées à l'éternelle haine que se vouent ces familles dominantes, qui ne parviendront jamais à sortir de l'anarchie et à instaurer un régime véritablement civique républicain comme à Venise, la vouent à faire régulièrement appel à des pacificateurs extérieurs, français ou milanais,
et à être incapables de s'étendre vers l'intérieur. Cette situation, la plus mauvaise peut-être de toute la péninsule, fait que les Génois vont adopter une double réponse qui constitue la base de leur future richesse, ce qu'on appellera le siècle d'or génois, au XVIe-XVIIe siècle. D'une part, ils réorientent massivement leurs activités vers la Méditerranée occidentale et le commerce avec le monde ibérique et l'Atlantique, ce qui sur le long terme va s'avérer une manne fabuleuse après 1492. D'autre part, ils se reconvertissent massivement dans l'activité bancaire, choix que leur position sur la route entre l'Espagne et le monde germanique rendra idéal, les couronnes espagnoles et autrichiennes s'unissant à partir du début du XVIe siècle. Du côté de Rome, la grandeur des États pontificaux tranche avec leur anarchie interne. Pour tenter de répondre aux querelles personnelles, les papes auront de plus en plus recours au népotisme, ce qui sera un des arguments au centre de la réforme protestante. La rivalité violente entre les Colonna et les Orsini joue d'ailleurs un rôle indéniable dans cette instabilité chronique. Naples, enfin, connaît une nouvelle période de rivalité dynastique après la mort d'Alphonse V d'Aragon, nommé Alphonse Ier à Naples, en 1458. Son fils Ferdinand Ier, dit Ferrante, devra en permanence se battre contre les soulèvements internes des barons pro-romains et pro-français, la France n'ayant pas abandonné ses revendications sur l'Italie méridionale par le biais des Angevins, en plus de devoir faire face à la poussée ottomane aux portes de l'Adriatique. Avec la mort de Laurent le Magnifique et celle de Ferrante en 1492 et 1494, s'éclipse cette période de 40 ans qui avait consacré l'équilibre des 5 puissances péninsulaires et s'ouvre la longue période des guerres d'Italie de 1494 à 1559, initiée par l'intervention française pour reprendre Naples en 1494, épisode que l'on verra, comme je l'ai dit plus en détail, dans une prochaine série consacrée à l'Italie moderne. Regardons désormais le volet culturel et artistique. Pierre Milza revient en préambule sur le débat qui marque depuis longtemps l'historiographie française sur la temporalité du passage du Moyen-Âge à l'époque moderne par le biais de la Renaissance. Il revient en particulier sur la vision qu'en avaient Lucien Febvre, Fernand Braudel et Jules Michelet. En fait, parmi les historiens, il y a consensus sur l'idée que le passage d'une ère à l'autre ne se fait pas aussi brutalement qu'on l'enseigne à l'école, c'est-à-dire en 1492 avec le voyage de Christophe Colomb. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce changement de paradigme qui se fait autant dans les techniques et dans les événements que dans les cerveaux, prend place sur plusieurs siècles, qu'il commence bien avant la fin du XVe siècle et que l'Italie est particulièrement précoce dans ce domaine. C'est ainsi que Pierre Milza prend le parti de situer la véritable rupture avec le passé, qui a d'abord lieu dans les domaines de l'écriture et de la pensée, à la charnière du Trecento et du Quattrocento. Deux phénomènes marquent l'environnement artistique italien: le caractère laïque et le cadre urbain. En effet, en dépit de la formation des premiers espaces territoriaux, la ville en Italie demeure l'entité de base et les rapports entre artistes et intellectuels sont très marqués par le campanilisme, la fierté citadine, exception faite du royaume de Naples où l'identité territoriale du royaume prime sur celle de la ville de Naples, comme en témoigne le peu de récits urbains et historiques qui ont été faits sur cette ville. Concernant le caractère laïque, les œuvres sont à partir du XIVe siècle à 75% le fait de non-ecclésiastiques, selon l'historien médiéviste Paolo Camarosano. Parmi les personnalités typiques de l'humanisme italien émergent au XIVe siècle, la vie et les activités de Giovanni Villani, marchand, écrivain et homme politique florentin, concentrent de nombreuses caractéristiques de l'évolution des élites de cette période. Mais remontons donc au tout début de l'humanisme florentin, au début du XIVe siècle. Ce que l'on doit à Dante Alighieri, au-delà d'une œuvre reconnue comme l'une des plus grandes de l'histoire, c'est la diffusion, à travers ses écrits, d'une langue à la fois compréhensible et moderne, qui allait poser les bases de l'italien parlé dans toute la péninsule. S'il n'est pas le premier à écrire en langue vernaculaire, la majorité des artistes écrivaient en latin, mais des tentatives avaient déjà été faites d'utiliser la langue de la rue, notamment à la cour de Frédéric II de Palerme. Dante constitue un véritable repère, dès le XIVe siècle, pour tous les lettrés d'Italie, chez qui fleurit peu à peu la conscience d'appartenir à un même terreau culturel. Si l'Italie n'a pas encore de conscience nationale politique telle qu'elle se développera au XIXe siècle,
Elle réalise grâce à Dante l'existence d'une panitalianité, c'est-à-dire d'une communauté fondée sur l'histoire, le berceau et le cœur de la romanité, la géographie, un pays entouré par la mer et les Alpes, une culture politique et des rapports civiques semblables, ou du moins très proches. L'humanisme, bien que le terme a été utilisé pour désigner le phénomène seulement au XIXe siècle, prend donc bien ses sources au cœur du XIIIe siècle, autour de la redécouverte des auteurs antiques par Thomas d'Aquin et son travail de conciliation de la philosophie grecque classique avec la doctrine chrétienne, comme on a pu le voir à la fin du deuxième épisode de cette série. Dante, né 40 ans après Thomas d'Aquin, s'inspire profondément de ces évolutions. Pétrarque et Boccace, pour leur part, ne sont pas des hommes du Duecento, mais du Trecento. En revanche, ils sont toscans comme Dante et vont vivre en pleine tourmente de l'épidémie de peste noire. La caractéristique de leur littérature à tous les trois est qu'elle est résolument tournée vers l'homme et la valorisation de la vie et des plaisirs terrestres. Plus généralement, la grande nouveauté du Trecento et du Quattrocento, ce n'est pas tant la redécouverte des textes antiques, qu'on avait commencé à redécouvrir depuis longtemps, au moins depuis la Renaissance carolingienne, mais le fait qu'on les lise désormais avec un autre œil beaucoup plus critique et méthodique. Ainsi, toute une lignée d'humanistes passionnés de lecture, de relecture, de traduction et de commentaires va faire battre en Italie le cœur de la passion pour les classiques. La tête de pont de ce mouvement est certainement Coluccio Salutati, chancelier de Florence et référence de l'hellénisme médiéval. Enfin, dernier événement à mentionner, la chute de Constantinople en 1453, dont on a déjà vu qu'elle avait eu une grande importance politique dans la paix de Lodi, va jouer un grand rôle dans le retour de flamme culturel de l'Antiquité en Italie. Un grand nombre d'intellectuels byzantins de langue grecque fuyant avec leurs œuvres en Italie, à l'instar de Jean Bessarion, qui fait don de sa très riche bibliothèque à la ville de Venise. En architecture, il faut rappeler que la grande vague gothique qui a inondé l'Europe au XIVe siècle a bien plus modérément touché l'Italie. En effet, l'art gothique est indissociable à la fois d'une organisation monarchique comme celle de la France ou de l'Angleterre, et d'une certaine distance vis-à-vis de la tradition classique gréco-romaine, raison pour laquelle d'ailleurs les Italiens qualifieront cette architecture de barbare. De par leur campanilisme, leur individualisme et leur héritage gréco-romain beaucoup plus prégnant, les Italiens se sont montrés dans l'ensemble insensibles à ce mouvement. La tendance à l'élévation, principale caractéristique des grands édifices religieux d'Occident, resta en Italie modérée. La prééminence des lignes horizontales et des murs pleins, l'usage réduit des contreforts, l'absence de tours et de flèches marquent une différence sensible avec les modèles du domaine capétien. Les deux principaux passeurs de l'art gothique en Italie sont d'une part les moines au centre et au nord, cisterciens puis franciscains et dominicains, et les angevins au sud. En fin de compte, la plus grande œuvre gothique de la péninsule reste le sanctuaire d'Assise, conservant les restes de Saint François, construit dès le XIIIe siècle. Reportons-nous cependant à Pierre Milza quant à la manière dont le gothique a influencé les différentes cités italiennes. Nulle part, de manière aussi éclatante qu'à Florence, ne se manifeste le rôle pionnier des ordres monastiques dans l'adoption de la nouvelle grammaire architecturale, voire notamment Santa Maria del Fiore, construite à partir de 1296. En Émilie-Romagne et en Lombardie, l'essor du gothique fut plus tardif et plus fortement marqué par l'influence occidentale. Contemporaine du flamboyant, la construction des grands édifices religieux urbains traduit l'engouement pour une architecture plus élancée, plus surchargée également dans la cathédrale de Milan, avec sa prolifération de pinacles et de statues résume l'exubérance et traduit l'influence étrangère. À Bologne, c'est seulement en 1390 que s'ouvre le chantier de la cathédrale San Petronio. Le modèle choisi est encore celui du Duomo florentin, mais dans une version plus franchement gothique avec 3 nefs bien différenciées et pas de coupole, ce qui confère à l'édifice achevé une allure moins classique. Venise sera la dernière à se mettre au gothique avec une influence plus ténue. Le principal chef-d'œuvre gothique est l'église Santa Maria dei Frari, bien que l'influence gothique se soit faite ressentir également lors de la réhabilitation de la façade de la cathédrale Saint-Marc après l'incendie de 1419. En fait,
c'est principalement sur les édifices civils vénitiens que cette influence a joué. Parmi les grands noms de l'architecture et de la sculpture italienne de l'époque, les grands maîtres dans un domaine l'étant également souvent dans l'autre, on peut évoquer Giotto, actif à Florence, ou encore la famille Pisano dont Nicola, Giovanni et Andrea ont été les grands représentants. Sur cette période et ces domaines, je ne vais pas trop entrer dans le détail et je me permets de vous renvoyer au premier épisode de la série sur l'histoire de l'art que j'ai fait l'année dernière et dont le lien s'affiche en haut à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube. Évoquons maintenant le Quattrocento, c'est-à-dire le XVe siècle. On peut citer deux ruptures majeures dans le virage qui va mener tout au long de ce siècle à ce qu'on a appelé, à partir du XIXe siècle, la Renaissance. D'une part, ce que répète en permanence l'histoire des idées, le changement de perspective dans l'approche des problèmes sociaux, culturels et philosophiques avec le passage d'une réflexion mettant Dieu en son centre à une réflexion mettant l'homme en son centre, ce que l'on appelle l'humanisme. D'autre part, on l'a vu avec Ernest Gombrich dans son Histoire de l'art, le changement de statut des artistes. Tandis que le Moyen-Âge est caractérisé par leur anonymat, leur écrasement derrière la monumentalité de l'œuvre qu'ils créent, le XVe siècle va faire d'eux, si on peut utiliser cet anglicisme contemporain, des stars que s'arrachent les puissants qui les veulent à leur service et font exploser leur valeur financière ainsi que leur renommée. Il est incontestable par ailleurs que le mouvement esthétique qui commande au début de la Renaissance est motivé au moins partiellement par un rejet de l'esthétique gothique. Parmi les grands artistes du Quattrocento, on peut citer le Florentin Brunelleschi et sa contribution majeure à l'architecture avec la construction du dôme de Santa Maria del Fiore à Florence, ainsi que le théoricien influent dans toute l'Italie, Leon Battista Alberti, l'un des premiers à réfléchir sur l'art de manière théorique, en profondeur. En sculpture, le siècle est dominé par le Florentin Donatello. On peut ajouter les noms célèbres de Lorenzo Ghiberti, spécialisé dans les bronzes, et Jacopo della Quercia. Dans la première moitié du XVe siècle, en peinture, l'homme qui s'impose est le dominicain Fra Angelico, avec ses peintures religieuses, qui finira béatifié par Jean-Paul II. Piero della Francesca, de son côté, est le premier à rédiger un traité de codification de la perspective. Sur le plan des techniques et supports, le Quattrocento poursuit les innovations du Trecento, qui avait vu le déclin des arts de la mosaïque, du vitrail et des tapisseries, au profit des fresques et des tableaux sur toile. Le succès grandissant du tableau correspond aussi à l'essor d'une société plus mobile et individualiste. Deux innovations techniques de première importance vont favoriser l'évolution de l'art pictural. La substitution de la peinture à l'huile à la traditionnelle tempera, peinture à l'eau additionnée de colle, et la découverte des lois de la perspective que la tradition attribue à Brunelleschi et Leon Battista Alberti. La période pacifique de la paix de Lodi est un peu plus pauvre sur le plan artistique, ce qui pourrait sembler paradoxal, mais l'histoire nous montre que ce ne sont pas toujours les périodes les plus calmes qui fournissent les plus grands artistes, et que les périodes guerrières et agitées sont parfois associées à des sommets de créativité artistique. Ce n'est qu'à partir des années 1480 que va éclore la génération des demi-dieux connus du monde entier, les fameux Raphaël, Michel-Ange et autres Léonard de Vinci. Les deux tendances de la deuxième moitié du XVe siècle sur le plan géographique, c'est non pas tant le déclin de Florence que l'essor d'autres cités italiennes comme centre artistique majeur qui vont la mettre face à une concurrence grandissante, ainsi que l'influence venant de beaucoup plus loin, des peintres flamands ayant pris la suite de Jan van Eyck, dont la renommée est immense en Italie. Cependant, la cour de Laurent le Magnifique fait la part belle aux artistes et certains se distinguent comme Sandro Botticelli, dont l'œuvre alterne entre thèmes mythologiques chers aux humanistes, comme dans La naissance de Vénus, et thèmes religieux chrétiens, avec entre autres de nombreuses madones. Enfin, on peut citer, en cette fin de siècle, l'influence notable d'un peintre non toscan, l'ombrien Cristoforo Vanucci, dit le Pérugin, qui voyagera beaucoup entre Florence, Rome et d'autres villes d'Italie, au gré des commandes et des conjonctures politiques. Voilà donc pour cet épisode et cette longue série sur l'histoire de l'Italie médiévale. De la chute de l'Empire romain au déclenchement des guerres d'Italie, des ravages causés par les invasions en tout genre au triomphe de l'esthétique de la Renaissance, l'Italie a traversé ces 1000 ans de Moyen-Âge
un peu comme un phénix, renaissant de ses cendres et s'élevant au sommet de l'Europe, comme un modèle suivi et admiré par toutes les autres puissances du continent. Par la suite, la péninsule connaîtra malheureusement le cheminement inverse. Elle subira la modernité plus qu'elle ne l'apportera. Et il faudra encore 4 siècles, 4 longs siècles de domination extérieure, pour qu'elle finisse enfin par réaliser son unité politique. Ce sera l'objet d'une série suivante, mais pas la prochaine. La prochaine série reviendra en France et fera un bond d'un peu plus d'un siècle dans le futur. Consacrée à la figure majeure du XVIIe siècle français, elle portera son attention sur la figure, la personnalité, l'influence et la vie du cardinal de Richelieu, Premier ministre du roi Louis XIII. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité à cette chaîne. Si vous avez apprécié cet épisode et cette série, vous pouvez aimer, commenter et partager. Et à bientôt sur Historiapolis.